Dans l'actualité de ce lundi, la coopération militaire se renforce entre Lomé et Washington. En témoigne la visite de travail effectuée ce jour à l'état-major des forces armées togolaises et à la caserne des sapeurs-pompiers par le commandant de la garde nationale du Dakota du Nord. Et puis autre coopération également à l'honneur ce lundi, c'est celle entre le Togo et l'Égypte. Et elle se renforce dans le secteur de l'agriculture où des experts égyptiens mettent leurs connaissances au service des riziculteurs de Mission Tové. À découvrir tout de suite dans ce journal. Voilà pour les titres de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour le 20h sur la télévision togolaise. D'abord, au courrier arrivé du chef de l'État, le président de la République continue de recevoir des messages de félicitations de ses homologues à l'occasion de la fête nationale du Togo le 27 avril. Et ce message d'abord du président allemand qui dit ceci. Monsieur le Président, à l'occasion de la fête de l'indépendance de la République togolaise, je vous adresse ainsi qu'au peuple togolais mes plus vives félicitations et celles de mes compatriotes. Le Togo s'est acheminé avec succès vers la démocratie et la stabilité. J'ai bon espoir que votre pays approfondisse et consolide encore sa démocratisation. Une action publique, démocratique et conforme à l'état de droit et à tous les niveaux de l'État instaure la confiance et contribuera au futur développement des relations bilatérales entre le Togo et l'Allemagne. Nous réjouissons par avance de vous accueillir en Allemagne. Je vous présente ainsi qu'au peuple togolais mes meilleurs vœux de prospérité, de bonheur et de paix. Signé Joachim Gauck, président de la République fédérale d'Allemagne. Également au courrier arrivé du chef de l'État, ce message de son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi qui dit ceci. J'ai le plaisir d'adresser à votre Excellence mes plus sincères félicitations à l'occasion de la célébration de la fête nationale de la République togolaise. Je saisis cette occasion pour souligner la profondeur des relations historiques existant entre nos deux pays en espérant leur développement continu et à la consolidation des liens de coopération bilatérale dans tous les domaines pour le bien de nos deux peuples frères et de notre continent africain. Je forme également des vœux pour votre santé et votre bonheur, ainsi que pour le progrès et la prospérité du peuple togolais frère. Avec ma plus haute considération, Abdel Fattah al-Sisi, président de la République d'Égypte. Le chef de l'État a également reçu un message de félicitations de son Excellence le pape François. Le message est ainsi libellé. Monsieur le Président de la République, j'ai l'insigne honneur de transcrire donc à votre haute autorité de la part de la secrétairerie d'État du Saint-Siège le message de vœux de sa sainteté le pape François à l'occasion de la fête nationale de la République togolaise. Le pape François dit donc ce qui suit. À l'occasion de la fête nationale du Togo, je vous adresse les vœux fervents que je forme pour vous-même et pour tous vos compatriotes. Je demande à Dieu d'assister le peuple togolais dans ses efforts pour bâtir une société juste et fraternelle, soucieuse des plus faibles et des plus démunis. Sur votre personne et sur tous les Togolais, j'invoque l'abondance des bénédictions divines. Signé le pape François. Le chef de l'État a également reçu
reçu des messages de félicitations de ses homologues russes, Vladimir Poutine, Joseph Kabila de la République démocratique du Congo, Yahya Jammeh de la Gambie, Pranab Mukherjee de la République de l'Inde, John Dramani Mahama du Ghana, Mahmoud Abbas de la Palestine, de ses homologues ukrainiens Petro Poroshenko. Également des messages de l'ambassade du Portugal au Togo. Nous reviendrons également un peu plus sur ces différents messages reçus par le chef de l'État dans le courant de cette édition. Je vous le disais en titre, le partenariat entre le Togo et les États-Unis se renforce davantage et cette fois dans le domaine sécuritaire. Le commandant de la garde nationale de Dakota du Nord est en visite dans la sous-région ouest africaine et il était ce matin à l'état-major général des forces armées togolaises. Alan Dorman a effectué une visite de travail dans le cadre du State Partnership Programme, rapprochant ainsi Lomé de Washington militairement parlant. Le compte rendu avec Ramdan Bassina. C'est le chef d'état-major des forces armées togolaises, Kadanga Abalo, qui a reçu ce jour à l'état-major Alan Dorman, le nouveau commandant de la garde nationale de Dakota du Nord. Une visite de travail qui se situe dans le prolongement du partenariat militaire entre le Togo et les États-Unis. Une démarche inscrite à l'agenda du State Partnership Programme SPP. Après un entretien entre les FAT et la délégation de Alan Dorman, celui-ci ressort avec l'espoir d'œuvrer davantage pour la pérennisation de cette coopération. The main reason I'm here is to get to know. Je suis là, c'est pour prendre contact avec l'état-major des forces armées togolaises. Et comme vous avez déjà dit, les relations sont déjà excellentes entre la garde nationale du Dakota du Nord et les forces armées togolaises. Je suis là, c'est pour pouvoir construire là-dessus et faire avancer ce partenariat. Le State Partnership Programme SPP est guidé par les grandes lignes de politique étrangère du département d'État américain. Alan Dorman poursuit sa tournée dans la sous-région. Et après sa visite donc à l'état-major des forces armées togolaises, où il a rencontré les responsables de différents départements sécuritaires, le général de division Alan Dorman s'est rendu cet après-midi avec sa suite à la caserne des sapeurs-pompiers à Lomé. Il est allé s'enquérir du fonctionnement de cette unité et surtout apporter le soutien des États-Unis dans les interventions et le renforcement des capacités opérationnelles de cette caserne. Le compte rendu avec Eric Djaniko et Silver Abdou. C'est un exemple type d'alerte lors d'une intervention rapide en matière d'incendie. Le corps des sapeurs-pompiers a effectué cette manœuvre pour démontrer son savoir-faire et son mode opératoire en secourisme. La scène se déroule en présence du général américain Alan Dorman en visite au sein de cette unité au Togo. Également commandant de la garde nationale du Dakota du Nord aux USA, cet État américain est en partenariat avec le Togo depuis 2014 dans plusieurs domaines, notamment sécurité, défense et surtout l'état de veille en catastrophe naturelle. Le général Alan Dorman veut se faire une idée sur le professionnalisme et les défis techniques à relever par le Togo pour ainsi l'accompagner à renforcer son mécanisme d'intervention. Quand je suis arrivé ici, j'ai vu beaucoup de professionnalisme. La démonstration qu'on vient de faire, ça m'a vraiment impressionné. Et je peux dire que nous avons les mêmes
les mêmes challenges, les mêmes défis comme chez moi. Moi, je suis le commandant de la garde nationale du Nord, du Dakota du Nord. Et ce que vous venez de faire ici, c'est ce que nous faisons aussi chez nous. Donc, ça me donne une idée de comment nous pouvons travailler ensemble, dans quel domaine nous on peut vous assister. Je suis venu voir de visu comment, dans l'avenir, nous pouvons améliorer ce partenariat et faire avancer le partenariat. Par cette visite guidée, Alan Dorman a pu apprécier le fonctionnement des équipements disponibles à la caserne des sapeurs-pompiers. Il s'est dit satisfait de l'expertise du Togo et a réaffirmé l'engagement de l'État américain à lui apporter son appui pour une meilleure assistance sociale et humanitaire aux populations. Le partenariat, voire l'amitié entre le pays de l'oncle Sam et le Togo remonte à plusieurs années déjà. Des années de longs chemins ponctués d'accords, de visites et même de matérialisation de cette amitié dont Emi Abalo nous fait le point ce soir. Regarde. Washington entretient d'excellentes relations d'amitié et de coopération avec Lomé depuis plusieurs décennies. Celles-ci sont marquées par une multitude d'accords de coopération bilatérale ainsi que des accords sectoriels. Accord économique le 22 décembre 1960 à Lomé, accord sur les garanties des investissements, accord relatif au centre régional de formation pour équipements lourds signé à Washington le 20 mars 1962, puis un autre concernant l'éradication de la variole et le contrôle de la rougeole signé à Lomé le 21 octobre 1966, suivi le 28 juin 1967 d'un partenariat sur le développement rural. À cela s'ajoute une convention entre le gouvernement togolais et le Centre afro-américain du travail relative à la construction d'un centre d'éducation ouvrière signé à New York le 25 septembre 1969. Et ce n'est pas tout. Accra, 17 juin 1971, le Ghana, le Togo et les États-Unis concluent une convention tripartite sur les télécommunications. Avant cela, le 19 juin 1970, traité de coopération en matière de brevets signé à Washington. Et par la suite, le 2 avril 1979, accord de don entre le Togo et les USA par le biais de l'USAID pour un projet sur la culture attelée dans la région de la Kara. La liste est longue. Le dernier partenariat conclu remonte au 7 avril 2015. C'est un accord aérien dénommé Open Skies. En outre, les USA ont financé plusieurs projets au Togo, initiés dans le contexte du programme d'aide humanitaire du département de la Défense américain. Les États-Unis apportent un appui constant au centre des opérations de maintien de la paix au Togo et organisent périodiquement des manœuvres militaires conjointes avec les forces armées togolaises. Une collaboration étroite entre le Togo et les États-Unis est plus remarquée depuis le passage du Togo au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies comme membre non permanent. À cet égard, Hillary Clinton a effectué une visite historique à Lomé le 17 janvier 2012, visite au cours de laquelle les discussions ont été consacrées à la démocratie, aux questions sécuritaires, la lutte contre le trafic de drogue, la piraterie maritime et les trafics illicites transfrontaliers. Cette visite a permis également aux deux parties d'affirmer la nécessité de mener des actions collectives cohérentes et solidaires dans le sens du renforcement des rapports multiformes que les deux pays entretiennent. De plus, des actions en faveur des communautés de base sont effectuées par le Corps de la paix des États-Unis au Togo. Il s'agit des programmes relatifs à l'enseignement de l'anglais et la promotion du genre, la santé communautaire et la prévention du paludisme, l'action environnementale et la sécurité alimentaire. Les activités menées au plan agricole ont permis aux paysans togolais de bénéficier du soutien financier de l'USAID, à 800 producteurs formés de réaliser des projets d'élevage et de production de soja, à 400 élèves d'être formés sur les techniques de jardin scolaire. Et de surcroît, 1500 arbres forestiers et fruitiers ont été plantés par diverses communautés. Aujourd'hui, l'économie américaine est toujours porteuse de croissance. Les États-Unis, malgré la crise financière de 2008,
ont une performance économique qui les propulse à la tête de l'économie mondiale. Les échanges entre le Togo et les USA se présentent comme suit. Importation, plus de 185 milliards de francs CFA contre seulement 10 milliards pour les exportations, malgré les avantages du régime AGOA. La balance commerciale présente donc un déficit de plus de 175 milliards. Après la période de crise socio-économique, les États-Unis ont orienté leur action de coopération vers la société civile dans les domaines de l'éducation et de la santé prioritairement. C'est d'ailleurs pourquoi il est aussi préconisé un accord sur la coopération décentralisée avec le Togo afin de donner aux régions, communes et préfectures l'opportunité de conclure des partenariats avec les entités fédérées, États et municipalités américains. Même perspective dans le sens du renforcement de la coopération technique et scientifique pour bénéficier davantage de l'expertise américaine dans les domaines des sciences et technologies, principalement la formation des chercheurs, ingénieurs et techniciens. Par ailleurs, le département de la Défense des États-Unis envisage financer la construction de la clinique Espoir et Vie Togo pour la prise en charge des personnes infectées par le VIH-Sida à Lomé, de même que des bâtiments scolaires dans les régions maritimes, Plateau, Kara et Savane. Autre actualité, malgré les efforts fournis par le gouvernement togolais pour lutter contre les violences faites aux femmes et aux filles, les difficultés persistent et comme solution, le ministère en charge de la promotion de la femme organise depuis ce lundi une formation à l'intention des agents du système judiciaire sur les violences basées sur le genre et les droits de la femme et de la fille. Ceci pour plus d'efficacité sur le terrain. Les précisions avec Rachel Diagli et Medina Salami. Les violences faites aux femmes et aux filles sont les plus répandues et entravent l'épanouissement des victimes et leur communauté. Au Togo, ces femmes subissent à 91% des conséquences psychomorales selon une étude menée en 2010 par le ministère de l'Action sociale. Cette étude a nécessité des actions urgentes de prise en charge psychologique, une mission dévolue aux agents du système judiciaire, d'où la nécessité de les outiller davantage pour plus d'efficacité. Les officiers de police judiciaire sont les premières personnes qui accueillent les victimes de violences lorsque la négociation n'a pas pu aboutir au centre de course. Et les magistrats en deuxième position lorsque au niveau du commissariat le cas est avéré vraiment. Il est très important de former, de renforcer les capacités de ces acteurs. Le ministère en charge de l'action sociale mène un combat louable que nous appuyons nous en tant qu'agents des Nations Unies, Fonds des Nations Unies pour la population, qui a dans son mandat donc le volet genre et la promotion de la femme. En matière de lutte contre les violences basées sur le genre, les stratégies vont de la sensibilisation à la conscientisation des populations en passant par des actions judiciaires au Togo. Avec cette formation, les efforts déployés donneront des résultats plus significatifs. Cette rencontre est une opportunité pour les acteurs de nouer des relations de partenariat pour redonner un nouvel élan à la lutte contre ce fléau dans notre pays. Différents acteurs impliqués dans la gestion du foncier, en l'occurrence les chefs traditionnels, les magistrats, géomètres et cadres de l'administration en charge de ces dossiers sont en réunion depuis ce matin à Palimé. La rencontre qui vise à réfléchir sur les problèmes qui minent le secteur du foncier au Togo va permettre de mutualiser les réflexions en vue d'envisager les approches de planification spatiale à imprimer au centre périurbain du Togo. En clair, il permettra
de résoudre et définitivement les difficultés auxquelles les Togolais font face en ce qui concerne le foncier dans notre pays. Les précisions avec Félix Semdatia. Extension anarchique des villes sans véritable plan directeur, occupation des zones non encore approuvées, occupation illégale des réserves administratives, double vente, ce ne sont que des exemples des conséquences causées par les problèmes du foncier au Togo. Au grand mot donc, les grands remèdes. Et il est temps d'y penser et y apporter des approches de solutions dans la gestion du développement des villes. Nous savons que la zone périurbaine, c'est une zone qui est entre la zone rurale et la zone urbaine. Nous accordons le visa pour le foncier en zone rurale et l'urbanisme accorde le foncier en zone urbaine. Donc il faudra quand même faire les approbations pour permettre à ce que les gens qui achètent la terre puissent avoir leur papier. C'est parce que l'approbation n'est pas faite à temps, les gens sollicitent ces dossiers, ces papiers au niveau de la zone rurale, ce qui, il faut le dire, n'est pas tout à fait normal. Donc on voudrait se retrouver pour discuter des mécanismes pour aller de l'avant, faire en sorte que les zones soient rapidement approuvées et que la direction de l'aménagement n'accorde plus les visas pour les fonciers en zone périurbaine. Les solutions au problème du foncier et la gestion rationnelle du terroir concourent à coup sûr à la résolution des conflits sociaux, mais aussi contribuent au développement harmonieux des centres urbains. C'est un chemin vers une parfaite maîtrise du foncier qui participe à la volonté de faire du Togo un pays émergent d'ici à 2030. Aujourd'hui, si nous avons beaucoup de problèmes de développement, c'est en partie sur les problèmes du foncier. Si les titres de propriété ne sont pas délivrés à temps pour que l'opérateur économique puisse aller, par exemple, vous savez que les créanciers, notamment les établissements financiers ou les banques, exigent toujours pour avoir ou pour prêter l'argent un titre foncier. Alors, nous devons aller vite dans sa délivrance et un titre de propriété fiable. Avec la présente rencontre d'échange, le chemin est désormais balisé pour trouver des solutions aux problèmes du foncier au Togo. Raison pour laquelle le représentant du ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et du Cadre de vie a exhorté les participants à des échanges pour opérer un vrai diagnostic qui favorise l'atteinte de cet objectif. Autre coopération évoquée dans les titres ce soir, c'est celle qui lie notre pays à l'Égypte. De bonnes relations traduites ce matin par la visite conjointe du ministre en charge de l'agriculture et de l'ambassadeur d'Égypte au Togo à mission Tové sur des périmètres rizicoles. Accompagnés d'experts égyptiens en aménagement des infrastructures hydro-agricoles, ils ont élaboré ensemble des stratégies pour améliorer qualitativement et quantitativement la production de riz au Togo. Les précisions avec Albertine Yakin et Ramdan Bassina. Les relations de coopération entre la République arabe d'Égypte et le Togo se renforcent et se matérialisent dans plusieurs secteurs, dont celui de l'agriculture. L'Égypte s'engage donc à accompagner l'agriculture togolaise en matière de maîtrise de l'eau. Une délégation égyptienne était à mission Tové dans la préfecture de Zio, où elle a pu toucher du doigt les sites réservés à la culture du riz. Cette délégation, composée d'experts en charge de l'aménagement des infrastructures agricoles, compte aider le Togo dans la recherche d'une meilleure productivité. En Égypte, il y a un ministère pour l'agriculture, il y a un autre pour l'hydraulique et l'irrigation.
Ils sont des experts de la ministère de l'irrigation. Ils sont spécialisés dans ce domaine d'eau. Et nous sommes ici pour voir les différents barrages, les différents potentiels, possibilités, besoins. Et après ça, on va préparer un rapport pour présenter au gouvernement togolais et pour lancer la coopération dans ce domaine. Le ministre de l'Agriculture se réjouit du partenariat entre les deux pays, un partenariat qui permettra au Togo de bénéficier des expériences et du savoir-faire égyptien dans le domaine agricole. Suite aux 2 visites d'État que le chef de l'État a organisées en Égypte, il était attendu une mission de prospection sur le terrain. Aujourd'hui, c'est chose faite. Nous avons reçu 2 experts égyptiens qui sont arrivés sur le territoire national. C'est donc une visite de prospection qui va leur permettre de faire un état des lieux dans le domaine de la maîtrise de l'eau. Vous savez que nous avons un cadre partenarial qui nous lie avec le ministère de l'Agriculture d'Égypte. Et dans ce cadre, il est prévu l'appui que l'Égypte devait apporter au Togo pour maîtriser l'eau sur l'ensemble du territoire national au fin d'avoir des productions contre-saison. Mais en même temps, passer au peigne fin les infrastructures d'irrigation qui existent. Construit depuis 1970, le barrage du canton de Bolou alimente les champs de riz de Mission Tové. Sur 13 000 habitants, environ 500 personnes pratiquent la riziculture. Le ministre de l'Agriculture, Urokura Agadazi, a exhorté les organisations paysannes à plus d'ardeur pour amener les partenaires égyptiens à les soutenir dans la maîtrise de l'eau. Et ce riz ne pourra être produit en quantité et en qualité que si les conditions météorologiques sont réunies. Conditions perturbées des fois par des situations imprévues comme les inondations, les incendies, les sécheresses et bien d'autres sinistres. Le projet PGICT, projet de gestion intégrée des catastrophes et des terres, soutenu par le PNUD, vise justement à prévenir ces catastrophes ou au pire à les gérer. Ce projet est doté d'un système d'alerte précoce, lequel système vise à informer à temps les personnes indiquées de toute éventualité et calamité grâce à l'expertise de la Croix-Rouge. Le PGICT et ses composantes, c'est l'autre dossier de cette édition. Il est signé Charlotte Moussimé. Gouvernement pour prévenir les inondations ou du moins limiter les dégâts. Le PGICT, projet de gestion intégrée des catastrophes et des terres. Cette plateforme intègre plusieurs thématiques qui traitent des questions relatives au changement climatique, à la gestion durable des terres et des risques de catastrophes. Objectif: aller au-delà du cadre d'intervention humanitaire lors des sinistres et aboutir à une approche concrète et durable. Des investigations en amont ont été réalisées pour y parvenir. Les récentes études ont fait l'état des lieux des équipements des services de l'hydrologie et de la météorologie nationale. C'est dans le but de les moderniser afin qu'ils fournissent des informations crédibles, susceptibles de déclencher le système d'alerte précoce. Au niveau de la Croix-Rouge togolaise, il y a les balaises qui sont installées autour de nos cours d'eau. Il y a des volontaires qui sont installés le long de ces cours d'eau-là. Et ces balises sont contrôlées par les volontaires. Et actuellement, nous avons formé près de 1000 agents, observateurs météo, hydro et volontaires de la Croix-Rouge
pour l'observation à la fois du système météo, hydro et balise. Et donc, ces gens-là informent lorsqu'il y a une grande pluie en amont. En amont, on alerte tous les dispositifs en aval pour dire que à cette quantité d'eau tombée peut correspondre à tel niveau d'eau à tel endroit, de manière à ce que les populations soient informées en aval et se préparer pour d'éventuelles évacuations. À cela s'ajoute l'élaboration de la cartographie des zones à fort risque d'inondation. Une fois les informations reçues de l'hydrométéorologie, la cartographie consultée, la quantité de pluie et les zones concernées sont facilement identifiables. L'urgence dès lors est de préserver les vies humaines, ce qui nécessite donc l'évacuation des lieux. Et pour que toutes les couches sociales soient informées, la population elle-même est mise à contribution. Il y a des sensibilisations qui vont commencer au niveau des radios communautaires. Nous envoyons toujours des messages à ces radios en langue locale pour conscientiser, pour sensibiliser les populations riveraines de nos cours d'eau pour qu'elles puissent avoir un comportement de veille. Avec la direction de la protection civile, nous sommes en train de travailler pour actualiser rapidement nos plans nationaux de contingence et le plan d'organisation de secours de manière à ce que lorsque la situation arrive, nous puissions intervenir efficacement. L'État s'emploie donc à éviter à tout prix les situations catastrophiques connues lors des inondations de 2007-2010 qui ont causé d'importants dégâts. Des infrastructures routières dotées de caniveaux qui respectent les normes standards, la mise en place des bassins de rétention d'eau et bien d'autres réalisations sont faites. Reste à la population de comprendre la situation, d'adopter des comportements citoyens pour pérenniser ces ouvrages. Hors du Togo, l'ex-première dame ivoirienne Simone Gbagbo était présente ce lundi matin au tribunal lors de l'ouverture de la session d'assises à Abidjan. Il en ressort déjà que la femme de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo sera jugée à partir du 31 mai à Abidjan pour crime contre l'humanité lors de la crise de post-électorale qui a secoué le pays de 2010 à 2011. Gérard Lagoudou. Après sa condamnation à 20 ans de réclusion le 10 mars 2015 pour atteinte à la sûreté de l'État, Simone Gbagbo sera mise dans le box des accusés au cours de la session d'assises ouverte ce lundi à Abidjan. Ce nouveau procès intervient après le rejet du pourvoi en cassation interjeté par les collèges des avocats de la défense. Dépassé par cet acharnement judiciaire, Maître Rodrigue Dadje, l'avocat de Simone Gbagbo, crie son indignation. Selon lui, le dossier est vide. S'il la condamne, ce sera pour faire plaisir au président Alassane Ouattara. Qualifié de justice des vainqueurs et par coïncidence, la session d'assises d'Abidjan s'ouvre en même temps que la reprise du procès de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé à l'arrêt. Une programmation qui fait dire à certains observateurs, à tort ou à raison, que les tenants du pouvoir d'Abidjan entendraient ainsi influencer les débats au niveau de la Cour pénale internationale. Toujours au chapitre judiciaire sur le continent, en République démocratique du Congo, le candidat à la présidentielle Moïse Katumbi est ressorti libre de son audition au parquet de Lubumbashi.
L'ex-gouverneur du Katanga est soupçonné d'avoir procédé à des recrutements de mercenaires. Une audience à huis clos suspendue quelques heures après son ouverture. Les juges de la cour d'appel de Lubumbashi se déclarent incompétents et renvoient Moïse Katumbi vers la haute cour militaire de Kinshasa, fief du président Joseph Kabila, où l'accusé aura beaucoup moins de soutien. La Constitution sera respectée parce que tout Congolais a les droits d'être présenté devant son juge naturel. Étant civil, son juge naturel n'est pas une juridiction militaire. Par milliers, les partisans du candidat Katumbi contestent les charges le blâmant d'avoir recruté des mercenaires étrangers pour sa protection et pour fomenter une insurrection. Des hommes d'éventuels caches d'armes, c'était l'objet de la perquisition menée de force ce samedi dans une de ses propriétés, quelques jours après qu'il ait demandé la protection des casques bleus et de la Belgique autour de son domicile. Nous avons compris que M. Katumbi a annoncé précipitamment sa candidature, selon certains autres de ses collègues de l'opposition, pour échapper aux poursuites judiciaires. Libre de mouvement depuis septembre après avoir démissionné du gouvernorat du Katanga, Moïse Katumbi a rejoint une opposition dispersée qui accepte de se ranger derrière lui dans la course à la présidentielle. Le procès Katumbi, c'est celui d'un candidat riche, populaire, capable de rivaliser avec le président Kabila. Lui qui filerait fin 2016 vers un troisième mandat contesté après 15 ans d'exercice du pouvoir. Autre information judiciaire avec les suites du FIFA Gate. Sachez que Michel Platini n'est désormais plus le patron du football européen. Le Français a démissionné de son poste à la tête de l'UEFA. Une décision prise quelques heures après le verdict du tribunal arbitral du sport qui a décidé de réduire de 6 à 4 ans la durée de sa suspension par la FIFA. Et sport, toujours pour terminer, nous sachez également que c'est le Marocain Sofiane Boufal qui remporte le prix Marc-Vivien Fouet 2016 décerné par RFI et France 24 et devance ainsi le Sénégalais Cheikh Ndoye et l'Algérien Rachid Ghezal. Le milieu de terrain de Lille est ainsi le troisième international marocain désigné meilleur footballeur africain de France par un jury de journalistes spécialisés en sport et des consultants. Ce communiqué de l'OTR pour terminer, l'Office togolais des recettes porte à la connaissance des contribuables qu'il est organisé sur toute l'étendue du territoire national à compter du 10 mai 2016, demain, une vaste campagne de contrôle de la facture normalisée conformément aux dispositions des articles 963 bis et suivant le Code général des impôts. Ce contrôle vise à s'assurer de l'utilisation effective de la facture normalisée par les opérateurs économiques. À cet effet, il est demandé à toutes les entreprises qui seront visitées de réserver un bon accueil aux équipes de contrôle. L'OTR compte sur la compréhension et la collaboration de tous pour le bon déroulement de cette opération. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi un peu partout grâce à la télévision togolaise. Retrouvez Prudence Zinsou à partir de 22h30 pour la dernière édition du journal.